peut commencer. Bonjour tout le monde, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous d'être là pour cette conversation. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde sur les jeux vidéo, l'empathie et la transformation sociale. Et plus largement aussi, je vous souhaite la bienvenue à l'événement « Regardez le soleil jusqu'à ce qu'il devienne un carré ». C'est une initiative du Centre en art et innovation sociale de l'École nationale de théâtre. Et c'est une initiative qui a lieu, évidemment, dans le cadre de la Nuit blanche. Vous le savez, car vous êtes déjà ici, mais je le dis quand même. Donc, je me présente. Je m'appelle Julie Michel Morin. Je suis doctorante à l'Université de Montréal au département de littérature. Et je travaille sur les arts vivants et la robotique à partir de perspectives techno-féministes. Je suis aussi conseillère dramaturgique, mais le plus important pour vous, c'est de savoir que ce soir, je vais animer la table ronde. Donc vraiment, c'est l'information essentielle à retenir me concernant. Avant de démarrer un peu la conversation, et avant de présenter les panélistes qui sont avec nous ce soir, je vais vous présenter un peu la soirée, donc les grandes idées qui ont rendu possible cette programmation-là. Donc, premièrement, la chose la plus importante à vous dire, c'est que le travail commissarial de cet événement a été réalisé par Erika Kirulf et Marie-Samuelle Levasseur, qui sont juste à l'arrière. On les félicite pour cette programmation, d'ailleurs. Tous deux qui travaillent justement au Centre en art et innovation sociale de l'École nationale de théâtre. Donc, la soirée, justement, la programmation qui a été pensée par Erika et Marie se divise en deux parties, disons. D'une part, une exposition de jeux vidéo dont vous pouvez faire l'expérience jusqu'à minuit ce soir. Et une table ronde. C'est ici, c'est bien pour cette raison que nous sommes rassemblés. Donc, une table ronde qui va rassembler des panélistes plus que passionnants. J'ai très hâte qu'on ait cette conversation ensemble. Vous venez tous d'horizons quand même assez diversifiés, là, même si on orbite tous autour de la thématique des jeux vidéo, là, de la discipline des jeux vidéo, mais vraiment des perspectives très différentes sur le sujet. Donc, j'ai hâte de discuter avec vous. Donc, les jeux auxquels vous pouvez jouer après cette table ronde sont au premier étage et je vais vous les présenter très rapidement, simplement vous nommer les jeux et les studios qui les ont créés. Donc, le premier jeu, c'est Season, A Letter to the Future du studio Scavenger, un studio montréalais. D'ailleurs, Sébastien qui est avec nous a participé justement à sa conception. Le deuxième jeu, c'est Never Alone du studio Upper One Game, qui est une création qui a été faite en collaboration avec des membres de la communauté du peuple Inupiat, qui est un des peuples natifs de ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Alaska. Donc, c'est le deuxième jeu que vous pouvez essayer. Le troisième jeu s'appelle Uranographie de Rachel Thornton, qui est une artiste du Nouveau-Brunswick. Kick World aussi de Mathilde Géromain, qui était présentée plus bas, juste sur le palier en descendant les escaliers. Donc, une œuvre en réalité virtuelle, réalisée ça par la Mathilde, qui est également sur le panel qu'on va pouvoir écouter ce soir. Et le dernier jeu, c'est Along the Rift, qui a été réalisé par un collectif de 11 étudiants affiliés à l'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques. Donc, c'est ces 5 jeux-là, dont vous pouvez faire l'expérience dans l'espace au premier étage. Et pour créer la soirée, Erika et Marie se sont un peu inspirées des LAN parties pour créer la programmation de ce soir. Pour celles et ceux qui ne savent pas, les LAN parties, c'est des espaces éphémères un peu où on se rassemble pour jouer sur un réseau local à des jeux vidéo multijoueurs, souvent dans la même pièce, donc ensemble, ce qui n'est pas traditionnellement le cas. Vraiment comme une invitation, disons, à regarder autrement les choses qui se présentent à nous, à les observer de bien un peu jusqu'à ce qu'elles se métamorphosent, jusqu'à ce que des alternatives émergent. Et ce qu'on vous propose ce soir, justement, c'est peut-être de regarder le soleil jusqu'à ce qu'il devienne un carré. Et on va essayer de faire ça tous ensemble. Donc, pour venir échanger justement autour du potentiel des jeux vidéo dans la décolonisation de nos imaginaires, dans la création d'environnements fictionnels qui soient non oppressifs, par exemple, ou dans la fabrication de scénarios féministes ou plus inclusifs en général. J'ai le super plaisir de présenter les panélistes de ce soir. Donc, tour à tour, comme je vous dis, je vous nomme, je présente quelques éléments biographiques, puis je vous cède la parole pour que vous puissiez parler de votre lien, disons, aux thématiques qu'on va explorer ce soir ensemble. Donc, je vais commencer par Dalia Jiwan, qui est cofondatrice d'Élance DEI, qui est une organisation qui vise à soutenir les entreprises en matière d'EDI, c'est-à-dire de diversité, d'équité et d'inclusion. J'ai dit entreprise, mais organisme, organisation, je vais peut-être te laisser spécifier, mais voilà. Dalia a aussi œuvré au sein de la Guilde du jeu vidéo. Fait que je te laisse peut-être te munir d'un micro
micro et nous parler un peu de toi. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui? OK, parfait. Merci beaucoup. Bien, enchantée. Aujourd'hui, je me sens super privilégiée d'être avec vous, puis d'être entourée de panélistes aussi qualifiés dans le domaine. Moi, mon domaine est celui de la sociologie, des études féministes et des relations industrielles. Donc, j'ai œuvré en tant qu'intervenante de terrain pendant plusieurs années et j'ai fait beaucoup de consultations au niveau de la diversité, l'équité et l'inclusion. Donc, concrètement, ce que je faisais, et ce que je fais toujours, c'est de créer des espaces inclusifs avec une lentille non oppressive, d'essayer d'intégrer des perspectives féministes intersectionnelles, puis de voir comment on peut construire les espaces avec cette lentille, en fait. Puis, durant les dernières années, je me suis beaucoup penchée comment la technologie est un levier, justement, pour créer ces espaces-là. Puis, souvent, la technologie est perçue comme un peu le contraire de cette humanisation de l'espace. Donc, on développe des outils, justement, avec Elance pour voir comment la technologie, au contraire, peut être une plus-value. Puis, je suis très heureuse aujourd'hui d'être entourée de personnes aussi qualifiées. Je veux dire, quand j'ai vu le panel, j'étais comme, OK, mon petit syndrome de l'imposteur a kick in. Donc, j'ai œuvré dans le domaine des jeux vidéo aussi, là, pour aider à construire des espaces inclusifs, mais je vais aussi être bien à l'écoute là, des belles solutions qui sont amenées sur le panel aujourd'hui. Merci beaucoup, Dalia. Merci. Je vais maintenant présenter Pamela Filion, qui détient une maîtrise en anthropologie de l'Université Concordia. Elle anime des ateliers d'économie familiale radicale et d'herboristerie populaire à travers le projet Blueberry Jams Montreal. Elle a aussi collaboré sur la création du jeu vidéo Floor Kids du DJ canadien Kid Koala. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez comme il faut? OK. Des fois, je parle très fort, fait que là, je suis allée un peu calmement. Donc, oui, merci beaucoup de m'avoir invitée pour ce soir. J'étais un peu comme surprise. Moi aussi, j'ai eu mon syndrome de l'imposteur, mais aussi comme j'étais vraiment excitée parce que c'est des conversations qui sont un peu dans ma tête, mais que j'ai pas souvent l'opportunité de jaser avec d'autres personnes de différentes perspectives et de différentes expériences là-dessus, puis de comme développer là-dessus. Donc, c'est ça comme... on a dit, moi, aujourd'hui, je suis invitée en tant que joueuse. Donc, je suis la gamer du panel. Donc, c'est vrai que j'ai une maîtrise en anthropologie féministe et critique. Je dirais que ça va venir un peu avec ma perspective de gamer, mais ma perspective de gamer est aussi beaucoup dans mon vécu, en anglais, on dirait comme embodiment. J'aime ça explorer les choses, pas tout le temps d'un côté académique, mais aussi d'un côté de curiosité, d'ouverture. Puis c'est un peu ça que mes ateliers, les ateliers que j'ai commencé à donner dans les 5-6 dernières années, mettent l'accent sur justement ça. D'essayer de développer des nouvelles habiletés, de partager les connaissances en essayant des nouvelles choses, en se plongeant les mains dedans. Puis c'est un peu, j'ai appelé ça l'économie familiale révolutionnaire ou radicale, ce qui est un terme qui vient d'un bouquin des États-Unis, mais dans le fond, on pourrait dire féministe aussi. C'est l'idée qu'on voit pas souvent le potentiel transformateur ou transformatrice de quelque chose comme apprendre à tricoter quand on n'a jamais tricoté, ou apprendre à faire du canage, apprendre à jardiner, ou réapprendre, se réapproprier ces choses-là. Puis souvent, on voit comme une séparation entre le jardinage, les jeux. On voit pas souvent des herboristes gamers, en tout cas pas souvent sur Instagram. Puis moi, je suis vraiment là-dedans. Je suis aussi une joueuse de Donjons Dragons assez... chaque semaine au moins 2-3 fois, à l'intersection de le jeu ensemble, mais aussi au virtuel. Fait que c'est un peu la perspective que je vais apporter aujourd'hui. Merci. J'oublie que j'anime, je suis comme assez passionnant. Oui. Je vais maintenant présenter Mathilde Géromain, qui est artiste de vidéo performance sonore et qui travaille sous le nom d'artiste La Mathilde. Elle détient un baccalauréat en communication et en cinéma, ainsi qu'une maîtrise en linguistique. Sa pratique artistique est caractérisée par le do-it-yourself, les enjeux identitaires ainsi que les rapports de force et de pression sociale. C'est l'artiste justement qui est derrière l'œuvre de réalité virtuelle Kickword, qui est présentée dans l'exposition ce soir aussi, comme je le mentionnais. Mathilde? Oui, merci. Vous m'entendez aussi? Oui, super.
Comme nous toutes, souvent, hein, on se sent super imposteur à chaque fois qu'on nous invite. C'est le syndrome de beaucoup de personnes qui s'identifient comme femmes. Donc, merci pour l'invitation. Donc, moi, mon apport ce soir, je pense qu'on a à peu près tous et toutes des visions intersectionnelles, féministes, queer et décoloniales. Et moi, j'aborde toutes ces questions à chaque fois dans mon travail, qu'il soit en performance, en vidéo. Là, j'ai utilisé la VR parce que c'est un outil. En fait, j'utilise tout comme des outils. Tout est possible comme transformation, en fait, comme transformation de soi, transformation de nos vies et transformation pour les gens avec qui on travaille. Je trouve que c'est très important d'être capable de se réapproprier tout. Et de ne pas avoir peur de le faire. Donc, par exemple, moi, je connaissais, mais alors rien au jeu. En fait, quand j'avais 10 ans, j'ai créé un jeu. J'étais fan de cheval, donc il y avait du Texas Instruments et un code basique. Et j'ai créé mon jeu de cheval et ça m'amusait 3 minutes. Et après, je suis allée refaire des cabanes. Donc, le jeu, j'ai laissé ça de côté parce que ce n'est pas assez embodiment, justement. Mais là, avec la VR, j'ai trouvé que c'était un outil assez incroyable. Et un peu compliqué, mais je me suis dit, je suis sûre qu'il y a moyen de moyenner. Et donc, c'est ça va être ma petite perspective par rapport au DIY et VR et techno. Voilà. C'est bon, merci beaucoup. Pour finir les présentations, je présente Sébastien Merton, qui est concepteur de jeux vidéo. Il détient un diplôme d'ingénieur généraliste qu'il a obtenu à Lyon et une maîtrise en informatique qu'il a complétée en Chine. Il a rejoint les studios de Scavenger en 2020 et il a participé à la création du jeu Season: A Letter to the Future, qui fait également partie de l'expo ce soir, comme je le mentionnais. Merci. Moi aussi, finalement, je me suis retrouvé un peu avec un syndrome d'imposteur pour différentes raisons. Quand on parle de milieu normatif, je suis évidemment venu d'un milieu normatif. Et je pense que j'ai eu énormément de chance dans ma vie d'être passé à travers des expériences qui m'ont changé mon point de vue, notamment en Chine, où j'ai passé 10 ans en Chine, j'ai appris le langage, la culture, qui m'ont comme détruit des morceaux de mon cerveau et reconstruit différemment. Après, j'ai passé des années aux États-Unis, où j'ai la chance d'être avec des communautés de burners, de makers, d'artistes interactifs qui, encore une fois, une vision très différente, très déconstructive de mes propres valeurs et de mes propres visions. Et après ça, Covid est arrivé, j'ai dû partir des États-Unis et j'ai eu un moment un peu difficile et je cherchais quoi faire. Je voulais pas vraiment revenir dans le jeu vidéo classique, on va dire. Et c'est là où j'ai trouvé Scavengers et qui m'a donné une nouvelle vision de ce qu'on pouvait faire avec les jeux vidéo et comment on pouvait créer des expériences qui pouvaient être à la fois positives et transformatives et changer la culture et la société autour de soi via les jeux vidéo, au moins essayer de le faire. Donc c'est la perspective que j'apporte ce soir. Merci tout le monde d'avoir pris le temps de vous présenter personnellement. Enchantée. Avant qu'on commence, avant que je vous pose une première question, je tiens à souligner que moi aussi, j'ai un petit syndrome de l'imposteur. Comme ça, on est tous sur le même pied, je pense, à ce niveau-là. Je connais plus la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mais moins les jeux vidéo. Donc j'aime bien cette complémentarité entre nous ce soir. Puis ma première question concerne justement peut-être un peu cette complémentarité-là. Je sais qu'on vous venez tous un peu pas nécessairement au sens strict, disons, de l'industrie du jeu vidéo. Vous ne faites pas toute la conception de jeux vidéo. Puis j'avais envie de savoir un peu qu'est-ce qui vous a amené dans l'orbite des jeux vidéo. Qu'est-ce que vous êtes allé ou pourquoi vous allez vers les jeux vidéo pour soit en tant qu'artiste traiter d'un enjeu ou encore comme joueuse, qu'est-ce qui vous amène vers les jeux vidéo pour faire l'expérience d'un thème ou d'un enjeu, justement? Moi, je suis pas du tout une joueuse, je suis pas dans les jeux vidéo. Franchement, j'y connais rien. Ce qui m'a emmenée à la VR, c'est la capacité d'être dans un corps et d'expérimenter autrement un espace et des activités, des actions. J'ai l'habitude de faire la vidéo et de la performance, et là, tout d'un coup, on pouvait créer les deux en même temps et faire vivre des choses à des gens. Et j'ai trouvé ça comme outil. C'est un outil pour moi, et je trouve ça génial. Et puis, quand on utilise un outil comme Unity, qui sert à fabriquer des jeux,
Et ben, je me suis dit que c'était aussi un outil pour fabriquer des vidéos. Donc, en fait, je suis dans ce milieu-là de façon détournée. En fait, c'est des outils super qu'on a sous les mains et qui sont parfois un peu compliqués d'utilisation, mais qui permettent tellement de choses. Et tout est sur Internet. Je me suis formée toute seule et c'est pour ça que je suis là et que j'utilise ces outils-là parce que je les trouve incroyables, en fait. Voilà. Je peux répondre là-dessus. Là. Un peu de la même façon, je ne suis pas dans la conception du jeu vidéo, mais cependant, je suis dans la technologie, puis on regarde aussi comme gamification. Ce qui touche un peu la même chose, c'est que je le vois aussi comme un outil, donc c'est sûr que je ne le consomme pas de la même façon, mais beaucoup pour l'impact. Donc, nous, on mesure à l'interne l'impact quand on travaille avec certaines communautés qui peuvent apprendre certaines choses à travers une expérience immersive, justement. Quel est l'impact? Est-ce qu'on peut avoir justement plus d'empathie envers des identités qui nous sont peu communes, qu'on ne comprend pas nécessairement leur réalité? Puis, l'univers technologique est justement un excellent outil. Puis, évidemment, ça dépend toujours de comment on s'en sert. Puis je pense que c'est ça quand on va avec bienveillance, puis avec discipline aussi, de voir exactement quels sont les impacts, puis où on veut s'en aller. Ça peut être un outil super pertinent, puis avec beaucoup d'opportunités. Puis c'est ce que je trouve que le panel représente aussi, là. Donc, moi, je suis arrivée aux jeux vidéo de comme 2 différentes façons. J'ai toujours joué, comme quand j'étais petite, on jouait au Super Nintendo avec mes cousins souvent, au Mortal Kombat, Donkey Kong, ces choses-là. Mais c'était pas une identité pour moi, tu sais, je me considérais pas une joueuse, je me considérais comme jouer avec quand je pouvais, puis tout ça. J'avais tendance à pas finir les niveaux quand ils me faisaient trop fâcher. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup dans les liens campus communautaires, dans l'activisme de la justice sociale et environnementale, et un peu où ils se croisent, beaucoup dans la justice alimentaire aussi. Et à un certain moment donné, un ami a cofondaté un organisme pour enseigner la programmation dans les écoles primaires. Puis il m'a demandé de venir pour aider à bâtir les processus pour gérer les bénévoles, pour aider à grossir les partenariats avec les écoles. Puis moi, j'avais beaucoup travaillé justement dans les liens où on va faire de l'éducation populaire, qu'on va chercher de l'éducation qui est un peu des méthodes hors des normes, qu'on essaie d'aller, c'est ça, spark the imaginary, là, aller chercher la curiosité, tout ça. Donc, j'ai commencé à travailler là. J'ai travaillé là pendant 1 an. Puis j'avais déjà beaucoup d'amis dans les jeux. Donc, éventuellement, j'ai commencé à jouer les jeux que mes amis ont créés. On a apporté aussi des jeux vraiment cool dans les espaces avec des jeunes comme Space Team, qui est un jeu sur les téléphones. Puis moi, j'ai vu en real time, en minute à minute, comme les choses que ça faisait dans les dynamiques des jeunes de jouer ces jeux-là, les choses on enseignait des cours, puis moi-même, j'ai enseigné le HTML dans des classes, puis je me le suis enseigné pour l'enseigner, en tout cas. Donc ça, c'est une des manières que je suis arrivée dans le jeu. Après ça, j'ai continué pour être coordinatrice de production pour aider la compagnie de gérance de Kid Koala, puis puisque j'avais déjà les liens d'avant, ils m'ont mis sur leur nouveau projet qui s'appelle Floor Kids, qui a beaucoup évolué puis beaucoup changé avec le temps, mais c'est un projet, c'est tellement merveilleux, c'était comme tout dessiné à la main. C'est un jeu qui comme célèbre les B-boys, les B-girls, puis le breakdancing, là, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, j'ai fait ça. Puis de l'autre côté, les jeux sont devenus très importants pour moi en tant que dans des espaces de survivantes, puis dans des espaces de réduction des méfaits. Pour aller aider justement les gens qui ont vécu beaucoup de traumatismes, aussi les gens qui sont comme moi, qui sont handicapés ou qui ont des, je ne vais pas dire des limitations, mais qui ont des obstacles pour être en communauté avec les gens ou avoir des liens. Puis c'est à travers ça que j'ai vraiment plongé. Je dirais que pour moi, la pandémie a vraiment ouvert... je me suis donné permission d'acheter beaucoup de jeux pendant la pandémie, puis ça l'a ouvert comme un autre renne. Fait que moi, c'est un peu les deux côtés qui m'ont apporté là.
Ah, c'est intéressant. J'ai entendu parler beaucoup d'apprentissage. Et pour moi, le jeu vidéo, j'ai commencé le jeu vidéo par le jeu de rôle, notamment, et la création de mondes et d'univers où on pouvait décider des règles, et changer les règles. Et cette notion plastique de l'univers, je pense, qui est très intéressante et qui est intéressante d'aborder les problèmes sociaux par ce côté des univers comme ça, qu'on se rendre compte que l'univers est plastique. Ça peut se transférer à la société, se rendre compte que la société aussi est plastique et peut être modifiée, être changée. Et aussi comme espace, je pense, d'apprentissage. Je pense, ce qui est intéressant, le jeu, on le pratique beaucoup quand on est petit. On se crée des univers, on peut expérimenter, on peut essayer des choses, on peut vraiment apprendre de cette façon-là. Et quand on grandit, ces univers disparaissent finalement et la société nous empêche d'explorer ces aspects-là. Et je pense qu'avec le jeu vidéo, on peut recréer des espaces où on peut apprendre, où on peut de nouveau recommencer à apprendre aussi, qui est quelque chose qui, je pense, dans notre société aujourd'hui est très très important parce que les concepts évoluent tellement vite. Il y a tellement de nouveaux concepts qui arrivent tous les jours que c'est un élément qui aujourd'hui me motive beaucoup en tout cas. Oui, c'est important ce que tu nommes la notion de jeu. Là. Vraiment, ce verbe-là de jouer qui est quand même au centre de cette activité-là, autant du côté de la conception que du côté de la manière dont on va consommer ces œuvres-là. Puis je serais peut-être... je reviendrai au concept de gamification, de ludification que tu as évoqué. Puis je ne sais pas si vous avez envie de rebondir là-dessus, mais sur un peu sur le pouvoir de jouer à travers, justement, les procédés de gamification, comme comment c'est intéressant, autant de les déployer dans les jeux, mais dans certains cas aussi de partir des jeux avec ces procédés-là de gamification à l'extérieur dans d'autres initiatives. Oui, tu peux, je sens qu'il y a ça. Je vais y aller. Oui, bien, en fait, ça répond, mais ça rebondit beaucoup sur ce que tu disais, parce que dans mon travail, moi, j'aborde des sujets qui sont lourds, sincèrement, qui sont sensibles, puis qui sont souvent perçus comme percutants, puis dépendamment à qui on parle, sont déjà un peu... les gens ne sont pas nécessairement contents d'aborder des sujets de diversité, des sujets d'équité ou d'inclusion. Ils ne sont pas contre, mais ils ont été confrontés à des expériences qu'eux, ils considèrent peut-être comme... frustrante ou exigeante. Puis, quand on parle de se remettre en question et tout, les gens sont épuisés. Fait que quand tu arrives avec un concept de jeu, ça change le ton. Puis, un des thèmes du panel aujourd'hui est l'empathie. Et c'est quelque chose qui résonne beaucoup dans ma pratique de comment qu'on amène ça, comment qu'on amène des sujets qui sont importants, qu'on doit le faire avec un certain respect aussi de pourquoi qu'on fait ça, pourquoi c'est important, sans les banaliser, mais tout en préservant le lien avec la personne qui ne veut pas toujours nous entendre de la façon qu'on souhaite le dire. Donc, le jeu, pour moi, ça met la table d'une façon complètement différente. Puis ça, c'est une façon que moi, je le fais. Là. Il y a des pour et des contre, définitivement. Mais ça, c'est un impact qu'on a vu qui était super intéressant avec nos participants. On n'est pas allé super loin là, dans la gamification, mais juste dans l'approche, je dirais, de se dire, OK, on arrive avec empathie, puis parfois, avec l'humour, sans banaliser certaines luttes, mais au moins essayer de faire redescendre la pression. Puis le jeu a cette habileté-là, sans nécessairement banaliser le contenu. Puis il y a aussi toute l'immersion, qui est une autre partie de ça qui est tellement engageante, puis c'est du 1 à 1. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans certains aspects du jeu. Oui, ça peut être plusieurs personnes, mais quand on le fait de 1 à 1, tu es avec toi-même. Donc, la personne que tu confrontes, c'est toi-même. Puis, tu n'as pas besoin de debrief avec quelqu'un qui est à côté, qui te regarde. T'sais. Surtout dans le VR, c'est comme, tu es vraiment tellement dans l'immersion que ça te permet de te questionner toi-même sans avoir à confronter des regards que, nécessairement, dans certains sujets, là, quand on parle de racisme, de sexisme, de décolonialisme, c'est très confrontant. Puis les gens, malheureusement, ne sont pas tous prêts à se confronter. Là. C'est juste une réalité. Puis moi, je l'ai déjà pas été prête. Puis là, c'est un apprentissage, mais comment le jeu peut justement accélérer cet apprentissage-là, c'est vraiment intéressant.
Est-ce que tu aurais pour le public peut-être des exemples concrets de dispositifs narratifs ou de scénarios là, avec lesquels tu travailles pour faciliter, disons, la En ce moment, j'en aurais pas un là, qui est assez concret, mais je dirais, non, j'en ai pas un en ce moment qui est super concret malheureusement, mais je vais essayer de réfléchir à quelque chose pendant que. Tu donnais quand même des idées, Oui. je veux dire, on comprenait, tu as parlé de réalité virtuelle, tu as parlé de... Oui, je pense que c'est beaucoup de se rapprocher de tu sais, c'est comme un équilibre qu'on fait entre la perspective de là où du joueur puis la perspective qu'on souhaite approcher, tu sais. Fait qu'on peut faire ça dans une conversation, mais le jeu est tellement immersif que ça peut créer une proximité accélérée, tu sais. Puis c'est moins confrontant qu'une conversation, parce que t'as pas l'impression que le jeu t'attaque nécessairement, tu sais. Ça va prendre un peu plus de temps jusqu'à ce que tu te sens insulté par le jeu, peut-être. Ouais. Je vais embarquer là-dedans. Justement, puisque le jeu que j'ai fait, c'est complètement ça. En fait, au départ, j'avais créé un système immersif pour que j'étais dans une fusillade il y a quelques années. Et les gens ne comprennent pas ce que c'est que de vivre avec le trauma. Et les micro-traumas liés à l'homosexualité, racisme, etc., on en avait beaucoup vécu dans la famille. Et je me suis dit, bon, je vais créer un système pour que les gens comprennent, qu'ils le sentent en 360. Et comme tu disais, les gens ne sont pas prêts, en fait. Donc, je leur faisais tester la chose et c'était hyper désagréable. Ils étaient en colère contre moi. Et je me suis dit, OK, ça ne marche pas, cette affaire. L'empathie comme ça ne marche pas. On va trouver un autre truc. Il faut trouver quelque chose de doux, de joyeux et de gentil. Et surtout, pour soi, en fait. Pour ceux qui ont vécu ces choses-là au départ, faisons-le pour nous-mêmes. Et peut-être qu'après, ceux qui vont l'essayer vont faire « Ah, c'est pas si pire ». Enfin, c'est pas si pire d'y jouer, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce jeu Keyworld. Pour lutter. Au départ, c'était un jeu vraiment complètement intersectionnel, mais je ne suis pas capable d'aller jusque-là. Donc, s'il y a dans la salle des gens qui veulent investir dans le projet, allez-y. Là, on joue qu'avec des insultes homophobes, transphobes. Et je voulais que les personnes qui jouent puissent sortir de là avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force et beaucoup d'amour pour soi. Donc ce jeu de lutter, c'est hyper important et ça permet d'avoir une discussion avec soi, tout seul dans sa tête et de régler beaucoup de choses. Et si quelqu'un ne l'a pas vécu, l'amener dans ce jeu-là et dire « Bon, toi, tu ne vas pas ressentir ce que j'ai ressenti, mais voilà, il y a de l'amour, il y a du jeu, il se passe quelque chose et il se passe quelque chose au niveau de la société, en fait. » Donc, c'est hyper important d'y aller, en tout cas pour moi, avec beaucoup d'amour. C'est vraiment, je trouve que c'est la seule solution. Parce que quand on y va dans la confrontation, où on veut vraiment que les personnes comprennent vraiment c'est quoi la vie des autres, eh ben, ça résiste. Il y a énormément de résistance et ça ne marche pas. J'y crois pas, en fait. Oui, l'amour, c'est toujours la solution. Est-ce que je peux rebondir là-dessus ? Un truc que je trouve intéressant là-dessus, c'est le concept d'interaction. Comme vous l'avez dit, il y a des concepts qui peuvent être très difficiles à appréhender si on n'a jamais été en contact avec eux. Et l'avantage de l'interaction, je pense, c'est que ça permet de choisir aussi son niveau d'interaction avec un sujet notamment. On peut créer des systèmes où les gens qui, la première fois qu'ils jouent, vont peut-être pas vouloir aller à fond, de vraiment avoir le concept complètement exposé devant eux, ils ne seront pas prêts. Mais peut-être que le concept peut être là et ils peuvent choisir à travers leur expérience à quel point ils veulent s'engager et peut-être en rejoignant petit à petit apprendre à apprendre simplement ces nouveaux concepts qui ne sont pas évidents, je pense, pour tout le monde. Je rebondirais, là, ce qui a été dit, ce que je trouve vraiment intéressant pour avoir essayé le jeu, c'est que tu rentres dans une perspective qui n'est pas la tienne dès le départ. Puis ça l'aide beaucoup à émerger une réflexion. Quand on a une conversation, nécessairement, c'est difficile de se défaire de sa perspective, alors que dans le jeu, c'est possible de vraiment mettre la table pour que la première perspective ne soit pas la tienne. C'est dépaysant dès le départ, mais ça ne brusque pas de la même façon. Oui, non, c'est bon. Je pensais que je me demandais si tu voulais réagir encore. Je suis contente que vous parliez d'interactivité parce que justement, oui, on voulait parler d'empathie, mais on voulait parler plus généralement, disons, de transformation sociale. Veux pas, j'ai comme inévitablement l'intuition que parce que le jeu vidéo requiert une forme d'interactivité, elle pousse nécessairement à l'action. Hein? C'est un peu un présupposé de base. Puis j'étais peut-être curieuse de vous entendre sur vos expériences
sur le plan de la conception, mais comme joueur ou comme joueuse aussi, des différents niveaux d'interactivité, puis de la manière justement dont ça peut générer ça peut être un vecteur justement de transformation sociale. Oui, vas-y. Désolé. Non, un truc qui est vraiment intéressant avec Season, notamment le jeu qu'on vient de développer, parce qu'on a des mécaniques on peut prendre des photos dans le jeu, on peut créer une page de scrapbooking, ce genre de choses. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec ça, c'est que quand quelqu'un prend une photo dans un jeu, donc il regarde le paysage, il frame, il prend sa photo, et finalement, c'est vraiment proche de la réalité. C'est comme il prenait une photo dans la vraie vie. L'action, le monde est abstrait, mais l'action est réelle. Et c'est pareil avec le scrapbooking. On a mis des mécaniques de scrapbooking sans reward, sans rien. Les gens peuvent le faire, et les gens le font quand même parce que l'acte de création est réel, même si le jeu, lui, est abstrait. Et je pense que c'est ça une des forces du jeu vidéo. C'est le fait qu'on peut créer des interactions, on peut créer des gestes qui vont rester avec les gens après le jeu, qui vont rester avec nous une fois qu'on a fini de jouer. Alors moi, justement, l'interactivité, c'était la base de ce qui m'intéressait dans le jeu en VR, parce que le geste est hyper important. J'ai travaillé beaucoup en somatic experience, qui sont étudier comment nos corps réagissent par rapport au trauma. Et un geste revenait tout le temps pour essayer de changer son état complètement passif à quelque chose d'actif. C'était simplement le geste de la boxe. Et je me suis dit, waouh, il y a un truc super fort là-dedans. Et si on pouvait utiliser ce geste pour quelque chose d'assez réparateur et qui va bien au-delà de ce qu'on peut penser dans notre cerveau, en fait. Et c'est très, très ancré dans notre corps. Et j'avais besoin... En fait, le jeu vidéo, quand on est statique, moi, j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que je ne suis pas une joueuse. J'ai besoin d'interactivité. J'ai besoin de corps. Et j'ai des problèmes de santé aussi, donc je ne peux pas tout le temps être debout. Mais j'ai besoin d'avoir un engagement physique. Et le VR, c'est assez fantastique. Et le jour... maintenant, c'est un peu développé, mais le jour où on pourra les mettre à nos pieds, d'être capable d'être dans un environnement et d'interagir entièrement de façon synesthésique avec notre corps. Bientôt, il y aura peut-être les odeurs. Je trouve ça juste formidable pour faire changer les choses, en fait. Il se passe réellement des trucs dans notre cerveau quand on actionne notre corps à différents endroits. Donc, je trouve que c'était la base première de comment créer un jeu à partir d'un geste, en fait. Voilà, l'hypothèse de départ, c'est le geste. Comment je crée tout autour pour que ce geste soit primordial. Moi, ce que je trouve vraiment hyper intéressant, puis le grand potentiel des jeux vidéo, c'est qu'il y a toutes sortes de façons d'interagir. On a des jeux vidéo qui sont des jeux de texte, où on clique sur certains mots, puis là, ça ouvre un autre texte. C'est une histoire interactive, mais visuelle aussi. Puis là, il y a des gens qui rajoutent de la musique avec ça. Puis là, après, on a comme des jeux où que tu dois créer comme un personnage vraiment complexe, puis il faut que tu joues des centaines d'heures pour arriver à certaines choses. Il y a tellement de possibilités. Puis moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, comme quelqu'un dit plus tôt, c'est que la personne qui joue a quand même un contrôle à quel point la personne veut interagir, où elle doit arrêter. Moi, j'ai déjà punché mon screen une fois après quelques heures. Je veux dire, on peut vraiment devenir dedans. Puis aussi, des fois, c'est vrai que c'est un art aussi. C'est un art de raconter une histoire puis d'apporter les sujets d'une manière que les gens vont être capables de les recevoir. Il y a un super le fun jeu qui est sorti justement de Montréal, de Kit Fox Games, qu'il y a eu comme une grosse réaction parce qu'un des personnages était un stalker. Puis les gens, même s'il y avait comme un avertissement au début qui disait il va y avoir des enjeux de telle affaire, même si c'est un jeu puis c'est pas vrai, les gens se sont sentis stalkés. Puis c'est devenu comme c'est vraiment un équilibre difficile parce qu'ils ont clairement bien réussi le jeu. Si les gens ont ressenti ça, puis moi je l'ai joué, puis parce que je le savais, ça n'a pas été un problème parce que j'ai senti que j'ai consenti à ça. Mais on a vraiment comme des grandes variétés. Il y a aussi, tout à l'heure, je réfléchissais à un autre jeu qui est sorti de Montréal qui s'appelle Spiritfarer,
qui est vraiment le fun. C'est vraiment comme un monde immersif. Puis même si on bouge pas, moi, je dirais que c'est quand même... Ben, on bouge pas. On bouge. Il y a tous les mouvements sont différents dans différents jeux. Puis des fois, ce que moi, je trouve dur, c'est d'aller d'un jeu à l'autre parce que là, je vais avoir comme changé les controls, puis je vais avoir comme perdu. Puis pour moi, c'est un peu une danse, en fait. Même si c'est pas un grand mouvement, il y a un rythme qui vient puis qui est différent avec chaque jeu. Puis on tape on rentre dans une différente mode qui peut être très calmante, ça peut être aussi très aidant pour échapper. Mais Spiritfarers, c'en était un qui a vraiment bien réussi à entamer le deuil, en fait, mais d'une façon qui est vraiment accessible. Puis ça, j'ai trouvé ça super. Puis c'est justement, il y a plein de façons d'interagir dans ce jeu-là. Mais c'est ça. Moi, je trouve que ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a tellement de possibilités. Pour les jeux, on peut aller de quelque chose comme le Texas Instruments, le Raspberry Pi, à des installations où on utilise notre corps. Je veux dire, je pense qu'il y a le ice rink, le patin en ce moment, qui a la musique. Ben, c'est un jeu, ça. Puis il y a des éléments multimédia là-dedans. Puis, je veux dire, qu'est-ce qu'on considère un jeu, ça peut être aussi très vaste. Oui, c'est ça. On peut avoir une conception assez élargie du jeu si le présupposé de base, c'est juste la question, disons, de l'interactivité ou l'immersion. En effet, là, on n'est pas limité aux jeux vidéo dits traditionnels. Sur Minter, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis tu nommes quelque chose de passionnant. Tu as évoqué la question du consentement. Puis je trouve que c'est vrai qu'on n'en parle pas, puis je serais vraiment curieuse de travailler cette question-là avec vous. Veux pas, quand on design des scénarios interactifs où on va demander à des gens de faire des choix, de poser des actions, on a parlé aussi de somatisation, d'embodiment, le corps est en jeu aussi. Je serais peut-être curieuse de vous relancer sur cette question-là du consentement. Est-ce que c'est une question qui vous a déjà traversé l'esprit sur le plan de la conception de vos œuvres ou est-ce que des fois, comme joueuse, vous avez été confronté à des limites? Justement, j'investiguerai cette question-là avec vous, si vous voulez. Oui, vas-y. Ouais, parce que c'est un truc qui me choque beaucoup. En fait, j'ai testé plein de jeux en VR et c'est souvent des jeux militaro-industriels là, où on shoot les gens et je me trouve dans des situations... Moi, j'étais dans une fusillade et là, tout d'un coup, je ne m'attends pas. Il y a quelqu'un qui est avec un gun et qui est sur ma tête et je n'ai pas consenti à ça nulle part. Et ça, à chaque fois, je suis obligée d'arrêter les jeux parce que je ne peux pas. Et je me dis, mais personne n'a pensé à un consentement là-dedans je sais pas, un bouton de non, faut pas que la personne me tire dessus, vienne sur moi. Je trouve ça horrible. Donc c'est pour ça, quand j'ai créé mon jeu, je me suis dit, ok, je le propose qu'à des gens qui vont être capables de faire le geste de boxer. Et c'est un consentement de départ quand je demande aux gens, tu veux jouer, il faut boxer. Donc, et si t'es pas à l'aise, je crée des outils pour les gens qui vont pas vouloir être à l'aise de faire un geste comme ça, mais d'utiliser quelque chose de plus proche, de moins violent, parce que c'est hyper important. Je ne suis pas capable qu'on m'impose quelque chose qui va me faire du mal, quoi. Donc, encore une fois, c'est une des prémices, moi, pour le jeu, c'est commencer avec qu'est-ce qui va poser problème, à qui ça peut s'adresser. Et j'ai pensé aussi à mes amis sourds. Ces personnes-là, elles sont sourdes, donc elles ne vont pas entendre les sons des insultes, ça va être que visuel. Comment elles peuvent se sentir agressées par les espaces, etc. Donc tout ça, c'était hyper important et c'est des consentements aussi. Donc comment les gens sont dans les espaces avec leur propre sensibilité. Et il faut toujours penser à toutes ces transdisciplinarités et trans-corps, etc. Et ce que je trouve dommageable dans le milieu des jeux, et je ne connais pas tant non plus, mais c'est ce truc complètement centré sur une norme, une personne, en général un homme blanc, occidental, hétérosexuel. Et je trouve ça très problématique. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir? Oui, ben, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Moi aussi, plutôt dans ma carrière, à un moment donné, on m'a donné un outil pour faire de la sensibilisation, puis c'était du VR. Puis l'expérience avait un trigger warning, mais c'était pour de la sensibilisation sur violence sexuelle. Puis finalement, c'était vraiment pas adapté. Tu sais, je pense que dépendant de qui le recevait, c'était extrêmement triggering. Même s'il y a un trigger warning, tu sais, j'avais beaucoup de questions jusqu'à un point que je me disais, ben, je pense pas que c'est un outil qui est adapté. Puis quand j'ai fait le jeu, il y a comme deux options. Avec ce jeu-là,
on peut justement donner un coup ou on peut utiliser une autre option. Puis dès que tu m'as mentionné que l'autre option, la première chose que j'ai pensé, c'est « Oh my God, this is the best » parce que c'est... Il y a une raison pourquoi il y a une deuxième option, parce que justement, de frapper dans le vide avec beaucoup de force, ça peut convenir à certaines personnes, mais ça peut ne pas être la façon qu'on veut réagir justement aux insultes. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Puis je trouve que cette nécessité justement de se poser plusieurs questions dans la conception a un impact énorme. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas couvrir toutes les bases, mais quand on se regarde puis on dit OK, c'est quoi la priorité, qui est l'auditoire, puis pourquoi qui a été fait de cette façon-là. Puis c'est pour ça que je suis tant excitée d'être sur ce panel-ci, en fait. Là. C'est parce que justement, on a des perspectives différentes à la table, puis il y a une prise de conscience aussi de la position de tous et chacun qui a une influence sur le jeu. J'ai eu l'expérience, puis direct, je pouvais voir que ça a été pensé, puis c'était pas... ça m'a sauté au visage sans que ça l'ait été dit. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir? Oui, je te vois. Juste pour dire que oui, effectivement, et que je pense qu'on est très tôt dans le jeu vidéo pour la prise de conscience du fait qu'on ne design pas pour une seule personne. Et aussi dans les jeux... pour ajouter peut-être une partie positive là-dessus, surtout dans les jeux online et dans les communautés online, il y a aussi énormément, évidemment, de toxicité et de problèmes. Et là où c'est intéressant, c'est une toxicité qui est aussi dans le monde réel. Évidemment, je pense qu'on est tous au courant de ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à avoir des designs, une pensée et des designs qui commencent à réfléchir comment gérer la toxicité dans les jeux online. Et je pense que ce genre de design va être vraiment prometteur pour des applications plus grandes dans le futur. Notamment, je pense qu'il y a des jeux comme Sky of Light qui vraiment se designent autour d'interactions positives et comment amener les joueurs qui ne se connaissent pas à créer et à devenir une communauté ensemble autour de gestes simples et de gestes positifs. Donc je pense qu'il y a quand même doucement une sensibilisation et un éveil, je pense, de la communauté des joueurs qui arrive. Puis je pense qu'il y a aussi une grande diversité là, de créateurs, de créatrices. Puis ça aide énormément, je dois dire. Là. Donc moi, je n'ai pas créé, peu importe, mais j'ai vu, avant de rentrer dans la communauté des jeux vidéo, mais ma perception était basée beaucoup sur ce qu'on voit dans les médias. Puis une fois que je suis rentrée, quand j'ai rencontré les personnes qui créent ces jeux vidéo, oui, il y en a de ce qu'on pense qui représente la norme, c'est ce qu'on entend parler des fois, mais il y en a énormément qui ne représentent pas la norme, puis qui créent énormément de contenu, puis qui sont super intéressants. Donc, je pense que de passer à travers la représentativité, puis de multiplier les narratifs à travers la création, c'est vraiment la clé, là. Est-ce que vous sentez, dans les dernières années, justement, oui, les imaginaires se sont énormément diversifiés sur la scène à Montréal ou en général? Je serais curieuse de vous entendre là-dessus, oui. Mais moi, quand je travaillais pour l'organisme de programmation, il y avait quand même un grand mouvement pour ça. On voyait comme Pixel, qui créait comme un incubateur de jeux pour les gens qui sont justement pas vraiment représentés. Puis aussi pour combattre un peu le gros problème de sexisme et de violence sexuelle dans les jeux. Et il le faisait d'une façon en allant justement élever lift up, pas élever, mais d'aller comme justement aider des nouvelles personnes à rentrer dans l'industrie en ayant des conversations difficiles, en se mettant dans des positions difficiles aussi. On avait comme des leaders puis des gens qui faisaient justement des panels pour avoir ces discussions-là. Puis on a des gens comme la directrice de Kit Fox, le jeu que je parlais justement tout à l'heure, qui est oh my God, My Boyfriend Dungeon. C'est un jeu un peu drôle, c'est où que tu vas sur des dates avec des gens qui se transforment en différents genre weapons. Oh my God, je suis en train de m'endormir un peu, désolée. Avec différents comme des épées, des axes, des trucs comme ça, un chat avec des griffes aussi, en tout cas. Puis
eux, ils ont mis un content warning, un trigger warning au début, puis ils essaient aussi différents modèles dans l'industrie, justement, de comment gérer des gros problèmes où que les créateurs, les gens qui travaillent dans l'industrie sont poussés vraiment au burn-out puis des conditions de travail pas super. Puis ils essaient d'imaginer ça de différentes façons, puis ils essayent. Moi, je vois un changement. J'ai des amis qui ont été des victimes des premières choses en ligne de Gamergate. Puis on a vu des grosses conversations qui sont sorties de là. Donc, moi, je pense que une des choses les plus importantes, c'est justement d'avoir une plus grande diversité de qui crée les jeux, puis d'avoir ces conversations-là. Puis je pense que les gens reçoivent quand même assez bien ces jeux-là. Comme on a des compagnies de jeux comme assez mainstream qui ont créé des jeux avec des personnages très bien représentés, des personnages queer, trans. Puis moi, j'ai vu le discours des gens qui... Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, des fois, j'écoute sur YouTube, j'écoute les gens jouer des jeux. Fait que moi, je joue mes jeux, mais aussi, je regarde les gens jouer des jeux. Puis on voit que le discours change, puis que ces gens-là apprennent. C'est souvent des gens qui, avant, n'auraient pas eu des discours qui utilisent des pronoms, puis qui comprennent que le genre puis le sexe, c'est pas la même chose. Puis toutes ces choses-là, on voit ce changement-là. Il y a encore du chemin à faire, mais moi, personnellement, je le vois. Là. Puis, justement, sur le sujet de l'empathie, quand on est face à des jeux, justement, qui sont préoccupés par la question de diversification des imaginaires, par exemple, à travers plein de moyens, comme la représentativité, par exemple, dans les personnages, les avatars qui sont mis en scène ou dans les scénarios en général, c'est quoi, selon vous, le rôle un peu, justement, c'est ça, que peut jouer l'empathie dans le rôle d'éducation entre le joueur, la joueuse, puis les univers représentés? Est-ce que ce potentiel-là s'articule autour de l'empathie que ça peut stimuler chez les joueurs? Moi, je vais être radicale un peu. Je ne crois pas trop à la puissance de l'empathie des jeux. Par contre, je crois à la répétition du jeu avec l'empathie. Et c'est comme avec les livres, les films, peu importe les formes d'art, plus on va voir des histoires différentes, plus on va s'intéresser à des gens qui ne vivent pas comme nous, plus on va être ouvert d'esprit. Mais je ne crois pas à un jeu transformateur d'une personne qui va, je ne sais pas, une personne blanche qui ne connaît rien au racisme, qui ne l'a jamais rien vécu et qui va jouer à un jeu qui sensibilise au racisme. Je ne crois pas à la puissance transformative de ce jeu-là, de la personne qui va arrêter son jeu et qui va dire « Ah, j'ai tout compris au racisme !» Non, mais je pense à la répétition. Donc plus il y aura de jeux qui vont avoir ces perspectives en fait empathiques, plus les gens vont y jouer et peut-être que quelque chose va changer. Mais au fond, je trouve que ça revient à la question de départ, c'est que l'empathie, c'est un peu, dans notre société capitaliste, une espèce d'envie de changement des gens, alors que les gens, en fait, ils sont très, 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 très au courant. C'est juste que c'est tellement compliqué à changer leur vie et leur vision parce qu'ils sont confortables comme ça que, bon voilà, quoi. Donc... je pense qu'il faut les forcer à regarder, lire et jouer autrement, mais que ça va être longtemps. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à... Oui, mais c'est ça. Nous, personnellement, on travaille énormément avec l'empathie, mais je suis très d'accord avec ce qui a été mentionné. Puis c'est un choix, là, nous, à l'interne, qu'on a fait. Mais réellement, il y a plusieurs chemins, je crois. Puis je pense que le chemin de l'empathie, c'est le chemin qui brusque moins, mais ça ne veut pas dire que c'est le bon non plus. Je pense que des fois, il y a des jeux qui peuvent déranger, puis c'est correct, t'sais. Puis il y a des discours qui doivent déranger. Puis je pense que ça dépend du public aussi, à qui on s'adresse, c'est quoi le contexte. Puis définitivement, la récurrence fait énormément partie de l'apprentissage. Puis de multiplier les narratifs pour pas justement qu'un jeu unique ou un narratif unique permette une réalisation. Tu sais, je suis très d'accord que ça peut pas tout changer. C'est comme tout apprentissage, il faut que ça soit continu. Puis surtout, quand on parle de ces sujets-là, c'est pas un check. C'est peut-être, dans le fond, c'est de se confronter, de savoir que ça va être le travail d'une vie, mais d'accepter qu'on le fasse, ce travail-là. Mais c'est ça. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'à travers nos résultats, on voit que l'empathie est un bon véhicule.
mais c'est un bon véhicule aussi, tu sais, pour essayer de pousser les gens un peu plus loin que qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller. T'sais. Donc, des fois, c'est peut-être un petit peu sneaky, dans le fond, parce qu'on arrive, puis on est comme, OK, on ne brusque pas, mais finalement, on arrive à créer un lien de confiance où on est capable de s'entendre que, ben, dans le fond, on n'a pas le choix d'être brusqué. T'sais. Puis je pense que c'est un peu ça, c'est l'empathie de se dire, ben, il va falloir qu'on confronte la réalité, puis là, on s'entend ensemble qu'elle n'est pas très belle. Fait que si on a les deux du bon sens, ben, on va travailler dans le bon sens, mais je crois aussi que ça, c'est peut-être une façon d'utiliser le jeu, mais c'est comme pas la job à tout le monde non plus. Moi, j'en ai fait ma job, mais je pense que c'est un choix personnel. Mais alors que ça peut être utilisé de l'autre côté, ça peut être utilisé pour guérir, ou juste comme faire du self-care ou juste du care, en fait. Puis ça, je pense que l'empathie d'une personne à l'autre, ça peut être merveilleux, parce que c'est un gros travail là, d'essayer de changer le monde. Quand peut-être qu'on peut aussi mettre un baume sur nous-mêmes parfois. C'était un peu le revers de ma question aussi. Je te laisse poursuivre, mais juste pour alimenter la conversation, je voulais aussi parler d'auto-empathie un peu, puis du potentiel du travail de réparation, disons, que les jeux vidéo peuvent susciter. Fait que je nous laisse poursuivre sur la question de l'empathie, mais en gardant en tête que c'est aussi l'empathie qu'on peut ressentir soi-même pour soi. Vas-y. Non, c'était vraiment juste pour rebondir sur deux choses, en fait. Premièrement, alors, attends, il faut que je me mette les choses dans l'ordre. Premièrement, c'était le fait que maintenant, quelqu'un disait qu'on voyait les gens jouer, streamer les jeux. On commence à voir des gens jouer aux jeux. Et c'est marrant de voir les gens jouer à nos propres jeux, quelque chose qu'on ne faisait pas du tout avant. Et je pense qu'il apporte aussi beaucoup à la façon de s'ouvrir un peu, à se rendre compte que les gens qui jouent aux jeux sont des gens qu'on ne se rendait pas forcément compte au début. Et ça, je pense que c'est vraiment incroyable de voir des gens de tout univers, des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, jouer à son jeu, puis faire des commentaires de toutes sortes, positifs et négatifs, mais c'est très, très... ça ouvre l'esprit énormément. Et l'autre concept, en rebondissant sur le fait que c'est un travail de longue haleine, nous aussi, on peut le voir dans les réactions au jeu. On voit les gens qui sont à la limite, qui disent « Ah ouais, tiens, justement, c'était génial, des joueurs qui sont non, genre, non, ça, je comprends pas. » Et je suis d'accord qu'un jeu ne va pas résoudre l'univers, c'est sûr. Mais c'est la normalisation, la répétition qui va créer le changement. Moi, je vais le prendre d'une façon un peu différente. C'est que moi, je vois pour l'empathie, je vois le jeu comme une possibilité de créer une expérience ou un langage commun que les gens puissent après utiliser pour développer une ouverture aux autres personnes. Donc, on voit des jeunes de partout dans le monde jouer Minecraft. C'est une expérience qu'ils peuvent se partager. C'est un langage qu'on peut parler, même si on ne parle pas les mêmes langues. C'est la même chose pour, comme le Donjon Dragon, quand je joue à une table, tu sais, même si on n'est pas nécessairement en train de parler de des enjeux difficiles, on a des expériences qu'on vit ensemble, puis éventuellement, on peut prendre ces expériences-là pour aborder des sujets difficiles avec des gens. Ou comme créer un lien à travers la différence. Puis même comme, ce qui est cool, c'est que les jeux même les jeux qu'on pense vraiment traditionnels là, dans les cercles peut-être un peu moins ouverts à ça, c'est qu'on voit quand même le message que pour battre le boss, ce que moi j'aime en tant qu'anticapitaliste, que le but c'est de battre les boss, c'est qu'il faut une équipe avec différentes forces, puis différentes choses. Parce que si toute ton équipe c'est des rogues, ça va être drôle. Ça va être drôle, ça va être comique, mais il faut quelqu'un qui guérit, il faut quelqu'un qui a des potions, etc., pour utiliser les métaphores. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est un outil. Puis c'est un outil qui peut être utilisé pour aller chercher ces choses-là, mais je ne pense pas que toute seule, ça peut le faire. Je pense qu'on peut créer des histoires qui ont un effet de créer de l'empathie. Puis ça, c'est vraiment
un storytelling gift, là. Mais je pense que des fois, il faut encadrer autour de ça. Puis, c'est les communautés en ligne, même s'il y a beaucoup de toxicité, il y a aussi des gens qui découvrent puis qui découvrent qui ils sont à travers les choses qu'ils peuvent explorer dans les jeux. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont queer ou qui sont comme moi, ou qui sont trans, puis c'est certains jeux qui les ont aidés à comme pousser la limite, essayer différentes choses. Puis en anthropologie, on dit souvent que pour vraiment s'ouvrir l'esprit, il faut se déconstruire like the self. Il faut comme deconstruct the self, avoir comme un peu une crise d'identité. Mais les jeux, ils te permettent de justement, tout d'un coup, tu es dans le parc Jarry où il y a des mots qui te parlent, mais les mains que tu as mis dans le jeu, par exemple, il n'y a aucune identification. Ça pourrait être n'importe qui, mais c'est moi, mais c'est pas moi. T'sais. Fait que c'est un peu là, c'est comme on disait, c'est un outil avec des potentiels. Puis dans la guérison, le self-empathy, je crois que là, on le voit beaucoup. On a aussi en drama therapy, on voit souvent le potentiel quand les gens observent des choses et ils peuvent après les nommer pour eux-mêmes. Bien, on voit ça dans les jeux aussi. Ça donne justement un langage en commun pour parler d'expériences difficiles. Moi, dans mon travail ma day job, quand je joue pas à des jeux, c'est dans la violence basée sur le genre puis la violence domestique. Puis on utilise beaucoup la thérapie, la drama therapy là-dedans. Puis le non-verbal aussi. Puis je crois que le jeu vidéo est très proche de ça. Puis quand on crée un jeu vidéo, c'est une ressource qui peut aller très loin. Une session de drama therapy dans une salle communautaire, c'est très intime, c'est super, mais si on veut être capable de partager cette expérience-là avec plusieurs gens ou de donner cet outil à plusieurs... c'est ça, à travers différentes communautés, puis même créer différents outils pour différentes communautés, puis préférablement que la communauté elle-même la créerait, là. Mais en tout cas, c'est ça. Moi, je vois un peu le potentiel là-dedans. Oui, vas-y, absolument. À propos de self-care, en fait, c'était aussi la base de mon jeu, de faire quelque chose pour nous, pour se réparer. Et ça marche. Disons que c'est un jeu qui a très bien fonctionné avec les vieux PD, hein, parce qu'il y a l'insulte PD là-dedans, et beaucoup d'entre eux se sont fait taper sur la gueule et n'ont jamais pu, de leur vie, donner des coups. Et les personnes qui ont été le plus touchées et qui ont même changé de position de corps, en fait, après le jeu, ce sont ces personnes-là. Et pour moi, c'était un peu miraculeux que, justement, un jeu puisse changer quelque chose à ce point. Donc, il peut y avoir des effets très réparateurs pour des jeux, et je trouve que ce serait intéressant qu'on fasse beaucoup plus de recherches là-dessus, en fait, parce que c'est assez magique, quoi. C'est un peu comme l'hypnose. C'est magique. Ça marche. C'est intéressant parce que je vous écoute, puis souvent, on va qualifier là, les jeux vidéo comme étant vraiment des environnements immersifs. Là. Souvent, là, l'immersion, c'est la chose qui est le plus récurrente. Puis, depuis le début de la conversation ici et là, je me rends compte à quel point, au contraire, ce qui fait jaillir justement des espaces de réparation, c'est un peu l'espèce de micro-distance, l'espèce de saine distance entre soi puis l'univers représenté. Puis, je sais pas, j'aimerais ça que vous entendre encore plus sur cet écart-là. Quel possible émerge dans cette distance-là saine et qui a l'air très, très fertile? Je ne sais pas, est-ce que vous en servez du côté de la conception aussi? Peut-être que je lancerai directement la question, mais j'ai aussi envie de vous entendre là-bas. Intéressant. Non, enfin, je pense que ça revient un peu à ce que je disais quand on joue au jeu, justement, la différence par rapport à regarder un film entre la distance entre le caractère et le joueur. Je prendrai l'exemple des dialogues, par exemple, quand il y a un choix dans un dialogue, qui c'est qui répond au choix? Est-ce que c'est le caractère ou est-ce que c'est le joueur? Et souvent, on se rend compte qu'on pose la question au joueur plus qu'au caractère, en fait. Et je pense que c'est là où la différence apparaît, en fait. Et où, en fait,
Et puis ça dépend aussi des joueurs. Il y a des jeux, il y a beaucoup de jeux qui prennent presque la dimension des films, c'est-à-dire de créer un personnage très, très concret, très, qu'on suit comme un film. Mais il y a aussi les caractères plus qu'on appelle de coquilles vides, qui sont faites pour que le joueur puisse s'épanouir dans cette coquille, dans le jeu, et créer sa propre version du personnage. Et c'est là, je pense, où on voit toute la dimension de comme tu dis là, cette micro-différence entre qui est le joueur, qui est le personnage. Et je pense que quand on pose des questions dans un jeu, on pose au joueur, pas au caractère. Et ça, c'est important, je pense, de s'en rappeler. À qui on s'adresse quand on fait un jeu, en fait. On s'adresse pas on s'adresse aux joueurs qui jouent, en fait. Et ça, c'est quand on commence à avoir cette perspective, ça change la façon dont on crée les jeux, je pense. Moi, ça m'a fait penser tout de suite un peu pour mes comme 3 journées que j'avais entre déposer ma maîtrise et recommencer le travail après Noël. J'ai décidé de jouer Cult of the Lamb. Moi, j'aime vraiment les jeux qui ont l'air dessinés à la main, des jeux le look un peu cute, mais un peu dark aussi. Puis moi, en tant que joueuse, j'aime ça être confrontée. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'une fois j'ai punché mon screen, c'est que le deuxième jeu que j'ai acheté pendant la COVID, c'est un jeu qui est comme vraiment difficile pour les gens qui game depuis comme 10 ans. Puis moi, c'était comme mon deuxième jeu où que je me mettais vraiment dedans. Puis en tout cas, j'étais confrontée souvent, tu sais. Puis là, je joue un jeu qui s'appelle Darkwood, qui est comme vraiment stressant, genre ça fait des palpitations au cœur. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais en tout cas, je retourne à Cult of the Lamb. Fait que Cult of the Lamb, c'est un jeu où que, dans le fond, tu dois créer une petite secte, là. Puis tu dois faire plein de petites décisions. Puis moi, en prenant les décisions, ça me confrontait à comme ma capacité de comme me laisser, me permettre de pas suivre mes valeurs comme tu peux traiter ta secte d'une façon vraiment sweet puis vraiment gentille ou l'autre côté. Puis même moi j'essayais de me dire comme non ouais go, tu sais, be dark. Puis là j'étais pas capable, même s'il y a personne qui me regarde. Fait que ça m'a comme forcé. Moi je fais un grand travail en ce moment avec une activiste sur le shame, guilt, sur toutes ces choses-là qui me gardent, qui limitent la guérison pour moi, puis tout ça, parce que justement, c'est aussi ces choses-là qui bloquent l'empathie, qui bloquent que les gens, souvent, ces choses-là, ça bloque les discussions sur ce qu'on a besoin de faire, sur justement les enjeux de violence ou les enjeux d'anti-oppression, puis de tout ça. Donc moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que quand on a la micro-distance, on se projette dans le choix du personnage, mais on doit avoir un dialogue avec soi-même sur pourquoi je prends cette décision-là. Puis des fois, les gens, ils rejouent les jeux pour voir qu'est-ce que ça va faire, mais moi, je n'ai jamais vraiment fait ça. Genre, je vais peut-être jouer une fois ou deux, mais je pense que c'est là le potentiel. C'est que quand on peut se projeter dans cet espace-là, c'est là que l'interrogation, la déconstruction arrive. Fait qu'on peut prendre des choix, puis après s'interroger comme OK, tu sais, comment je me sens vraiment d'avoir fait ça? Puis c'est un espace quand même où, avec ton jeu, on peut donner des coups de poing sans comme tout le système autour de nous qui dit « t'es pas supposé ». La colère, c'est mauvais. T'sais, la colère, c'est pas correct. Ou, je sais pas c'est quoi les dialogues que vous avez eus dans votre vie, mais moi, c'en est un. Puis quand je suis allée pour jouer ton jeu, moi, j'ai un peu de trucs autour, justement, de donner des coups de poing parce que dans ma vie, en étant survivante, puis certains moments, j'ai justement comme été très fâchée. Puis après, j'ai eu beaucoup, comment on dit shame en français, j'ai oublié. Ouais, beaucoup de honte vis-à-vis ça. Mais en jouant ton jeu, je me suis permis de dire non, vas-y, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, l'espace qui est là, le choix qui est posé au joueur, qui est ton choix, mais pas vraiment ton choix aussi. Ça permet beaucoup. Puis après, justement, ça ouvre la conversation avec l'autre personne qui a joué le jeu pour parler de ces choses-là, tu sais. C'est intéressant, peut-être que, justement, la qualité cardinale du jeu vidéo, ce serait peut-être pas nécessairement l'empathie, mais en tout cas, l'introspection, la capacité
à produire des espaces d'introspection. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que vous avez d'autres contre-propositions à l'empathie qui n'a pas été rejetée en bloc, mais qui a été interrogée quand même? Est-ce que... oui, je sais pas. Ben, moi, je proposerais que avant l'introspection, c'est la curiosité. Mm-hmm. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de force dans la société d'aujourd'hui qui arrête la curiosité, qui bloque la curiosité, qui disent qu'il y a une façon de penser sur certaines choses. Puis on est vraiment à l'école, soit au primaire, soit au secondaire, soit après, conditionné à penser de certaines façons. Puis ensuite, dans des disciplines, on doit comme penser de certaines façons, soit en anthropologie, en philosophie, etc., etc. Puis je pense que les jeux réouvrent... il donne la possibilité, puis je pense qu'on parlait de ça tout à l'heure, de retomber dans la chose que l'enfance, avant d'être conditionnée, permet d'avoir une curiosité ou que, comme, tu sais, un enfant va comme goûter la boîte parce que personne n'y a dit « t'es pas supposé de goûter la boîte », tu sais. Mais pour comprendre, c'est quoi ça, c'est quoi la température, c'est quoi le goût, c'est quoi ça, l'enfant n'a pas été dit comment interagir avec les choses. Puis une des premières choses dans les jeux quand même assez... les jeux qui sont quand même assez mainstream, public, avec les gros budgets, là, c'est que tu es comme plongé dans un monde, tu n'as aucune idée qu'est-ce qui se passe, tu dois t'orienter. Puis tu sais même pas ton personnage, au début, a comme pas vraiment de force, comme certaines choses. Puis c'est cette chose-là de curiosité. « Ah, ça va faire ça dans ce jeu-là. » Tu veux découvrir qu'est-ce que tu peux faire avec... qu'est-ce qui est quoi dans ce monde-là, ton personnage, il est qui, puis en tout cas. Fait que moi, je pense que c'est ça, la première étape. Puis ensuite, c'est l'introspection. Oui, je suis vraiment d'accord. Puis ça permet d'oser beaucoup, moi, j'ai trouvé. Puis je me rappelle, quand j'étais plus jeune, puis je jouais à des jeux, moi, j'ai grandi dans un environnement où c'était comme, OK, fais les choses comme il faut, puis excelle. Ça veut dire que quand j'avais 9 vies, genre, j'ai protégé ces 9 vies dans mon jeu vidéo, puis j'étais comme, OK, on va pas essayer d'aller trop près de l'eau, quand tu tombes. Puis là, finalement, tu apprends que c'est correct. Il y a plein de narratifs que tu peux créer, puis tu peux mourir, puis tu vas être correct. Puis je pense que tu apprends beaucoup là-dedans à oser, puis tu as plein de possibilités. Juste de frapper dans le vide comme ça, on le ferait pas normalement. Tu développes ta capacité beaucoup à oser dans un environnement virtuel. Justement, par rapport à la création et oser, c'est-à-dire, alors moi j'ai suivi justement la formation Pixel, je le recommande à toutes les personnes qui veulent le faire, elles sont extraordinaires ces femmes. Parce que présenter peut-être le collectif. Alors le collectif Pixel, donc qui est issu du milieu des jeux vidéo, ce sont des femmes de façon bénévole qui veulent que et quand je dis femmes, c'est personnes qui s'identifient comme femmes, qui veulent investir le jeu, et pour des personnes qui n'ont jamais fait un jeu, de leur proposer de faire un jeu sans aucun background. Donc il y a des gens qui vont t'aider à créer ce que tu as en tête, et évidemment il faut que tu travailles de ton côté toute seule, mais il y a des gens qui vont t'orienter, te dire tu peux aller voir ça, tu peux aller contacter cette personne, etc. Et qui vont t'expliquer un peu comment fonctionne le milieu du jeu vidéo. Et on parle d'industrie en fait. C'est parce que là, depuis le début, on n'a pas parlé d'industrie. On est dans une industrie du jeu vidéo, et c'est là où moi j'ai un gros et sérieux problème, parce que je viens du milieu des arts et je prends l'outil jeu vidéo comme une technologie, et je suis pas dans le milieu, donc mon jeu ne va jamais être développé parce que j'ai utilisé des choses qui sont complètement hackées la plupart du temps. Le casque Oculus appartient maintenant à Facebook, qui a fermé toutes les manières de pouvoir utiliser des mains, donc les mains avec lesquelles vous jouez, elles sont complètement hackées, j'ai pas le droit d'utiliser ces mains-là. Donc toutes les envies qu'on a de faire autrement, en fait, pour le moment, c'est pas possible. Donc, je trouve ça super dommage, parce que c'était un milieu dans lequel on aurait pu expérimenter tellement de choses, de tellement de manières différentes. Et tout de suite, c'est limité par l'industrie, par la manière que ce jeu, en fait, quand je le proposais, ce jeu, même à Pixel, on me disait, mais tu sais, ça s'adresse à qui ? Tu sais, il faut faire un UI, un UX, ça veut dire comment les gens vont pouvoir utiliser. Il faut qu'il y ait des points, il faut qu'il y ait des ci, des ça. Donc, c'est toujours très orienté. Et ce que je trouve dommageable et dommage, c'est qu'on ne puisse pas inventer complètement autre chose. Parce que c'est une industrie. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de financement et qu'ils décident de financer des choses qui ne soient pas de l'industrie, qui ne soient pas des choses à vendre. Et là, je pense qu'on pourrait expérimenter encore plus de choses,
magnifique. Ben oui, puis il faut le dire aussi, les outils, les logiciels sont tellement formatés aussi que c'est hyper limitant aussi, là. Les imaginaires sont limités à même la manière dont on vient coder ces œuvres-là. Ça, c'est clair. Oui. Est-ce que quelqu'un voulait réagir encore? Sinon, j'allais ouvrir vers le public après pour des questions. Je sens que tu voulais intervenir. Je voulais juste dire que... Je sais pas... Ah oui, le micro est là. Une chose, je me souviens que quelqu'un avait fait un jeu pour Pixel qui était vraiment différent à un moment donné, puis c'est resté avec moi. C'était un jeu physique qui avait comme des différentes voies, puis il fallait comme bouger différents trucs, puis ouais, il avait vraiment sorti en dehors de ça. C'est sûr que il faut oser de créer des choses qui ne seront pas vendables. Mais ça, sans financement, c'est très difficile. Donc, il faut des subventions, des instituts universitaires, des instituts artistiques qui vont justement permettre cette exploration-là et le développement. Parce que je crois qu'il y a plein de choses qu'on peut faire dans l'industrie. Puis oui, il y a des gens qui innovent puis qui challengent l'industrie. Mais c'est de l'argent à la fin du jour. Puis c'est ça donc, moi, je suis très pour le jeu vidéo anticapitaliste. J'aime encore plus ton jeu maintenant que je sais qu'il y a cette composante-là. Puis, mais c'est ça, il faut aller comme s'entraider. Il faut qu'il y ait une solidarité aussi, justement, entre les créateurs, créatrices de ces choses-là. Puis après, ben, je pense que les possibilités sont vraiment ouvertes. T'sais. Oui, puis on le voit, là, ce soir, si vous avez vraiment la chance de descendre au premier étage pour essayer les jeux, il y a vraiment des merveilles là, qui sont vraiment à l'extérieur de ces normes-là puis de ces standards-là. Puis le fait aussi qu'on soit rassemblés ce soir ensemble pour parler de cette question-là, c'est assez rare dans le milieu, même si le milieu est foisonnant à Montréal. Fait qu'il faut quand même savoir qu'il y a résistance et que ce soir on participe de cette résistance-là. Et que si vous avez la chance d'aller jouer en bas, il y a vraiment... des beaux moments d'errance et d'introspection à vivre, c'est clair. Je voulais peut-être ouvrir vers vous, vers le public, vers la salle, si vous aviez des questions ou des impressions ou envie de rebondir sur des choses qui ont été dites ou peut-être sur les jeux, si vous en avez déjà fait l'expérience au premier étage. Est-ce que, je sais qu'on a un micro à côté, si quelqu'un voulait parler. Ça, c'est mon sel. Ben non, ben ça va. Est-ce que... Oui, vas-y. Oui. Vas-y. Je n'irai pas au micro. Je vais parler juste très fort. Parfait. Premièrement, merci pour ces propos. Je connais que dalle aux jeux vidéo, donc c'est super intéressant. Ça ouvre un horizon. Ça déconstruit ma seule conception de Mario Bros. Donc, je vous en remercie. Je voulais savoir aussi comment, à partir des questions dont vous avez parlé aujourd'hui, dans l'élaboration des jeux, dans les discussions, dans les équipes, quelle place prend ce qu'on peut comprendre au sens large, mais aussi peut-être au sens technico-pratique, la scénarisation de ces jeux-là, de ces propositions-là? Spécialiste de scénario. Ouais. Merci beaucoup, Gabrielle, pour ton intervention. Moi, je vais y aller très vite là-dessus parce que dans mon équipe, je suis seule. Donc, la scénarisation, j'avais envie d'une chose qui ressemblait à... je ne sais pas si vous connaissez Bernard-Marie Coltès, qui fait donc, du théâtre. La pièce qui m'a le plus impressionnée, c'était très simple comme système dispositif. Une personne sur scène qui parle, aucun décor, flat. Et je me dis, je veux ça dans mon jeu. Du flat, rien, des mots, des sons, basta, et des couleurs. Donc, c'était vraiment mon dispositif de scénario de aller le plus vite possible à l'essence de ce que je voulais que les gens... c'est ça, juste cette essence-là, à l'essence, en fait. Donc, l'essentiel, donc dispositif de base. Aucune discussion avec personne. Juste, peut-être plus dans les studios un peu plus gros, ça va dépendre énormément du jeu, du type de jeu. Mais un jeu narratif, ça va vraiment accompagner le jeu du début jusqu'à la fin. Donc, il va y avoir une histoire qui va évoluer, qui va souvent changer un peu trop par rapport à ce qu'on voudrait, qui fait que souvent, il faut s'adapter.
Pour moi, en tout cas, ayant travaillé dans des gros studios où tout est très, très codifié, très, très rigide. Arrive à Scavenger, on a vraiment pris le côté inverse où c'était si l'histoire demandait quelque chose, on s'adapterait, le design. Si on n'a plus besoin du design, on enlève du design. C'était vraiment l'histoire et que l'écrivain voulait dire qu'on a essayé vraiment d'implémenter. C'est plus difficile que ça là n'en paraît parce que les game design ne sont pas très flexibles par rapport au concept narratif. Je pense que dans la narration, le concept de surprise, de changer de choses, comment dire, l'important, quelque chose qui arrive, qui surprend les gens, ça combat facilement les designs qu'on construit. Donc je pense que c'est une réflexion qu'on a aussi à Scavenger de comment on crée des histoires qui sont vraies et qui ne sont pas corrompues par un game design ou un design de jeu qui irait à l'inverse. Dans mon expérience avec Floor Kids, c'était vraiment intéressant parce que j'ai joint l'équipe. Premièrement, c'était pas un gros studio, c'était comme compagnie de production de 4 différentes industries. Tu avais le jeu vidéo, Kid Koala, le musicien, sa gérante qui aide avec toutes les productions multimédia. Je sais pas si vous avez vu comme Newphonia, Mossfall, puis c'est tous ces genres de puppet show interactifs, tout ça. Puis après ça, il y avait l'illustrateur, l'animateur, qui lui, c'est un animateur traditionnel parce que c'est un jeu qui a été vraiment créé frame par frame. Donc, il y avait beaucoup d'éléments, puis c'est des tensions justement entre c'est quoi qui est le plus, tu sais, c'est quoi qu'on essaie de créer. Est-ce que c'est une histoire vraiment comme faut comme faut trouver l'équilibre entre les différents éléments, puis des fois c'est ça, il y a des tensions parce que c'est plus le look ou certaines scènes qu'on veut avoir, fait que comment est-ce qu'on les garde si l'histoire a plus ça, puis d'autres c'est les mécaniques aussi. Est-ce que l'histoire va vraiment bien est-ce que l'histoire puis l'expérience de jeu va vraiment matcher ce qu'on essaie d'aller chercher? Fait que ça peut être très c'est souvent revisionné beaucoup. Puis je me souviens que moi, quand j'étais sur Floor Kids, on allait le lancer, on était sur le bord de le lancer comme jeu sur le téléphone. Finalement, à la dernière minute, on a décidé non, on va demander avec Nintendo, on va changer, on va aller sur un autre. Puis là, ça comme, mais tu sais, une décision comme ça coûte des millions de dollars, tu sais. Ben, peut-être pas des millions, là, mais au moins un demi-million. Fait que c'est pas toutes les équipes qui peuvent dire « OK, on met notre projet pour pause puis on recommence certaines choses pour les 5 prochains mois. » Tu sais, quand tu as des employés et tout ça, ça devient compliqué. Mais moi, j'avais trouvé ça fascinant. C'est de regarder les discussions entre... Ben moi, j'étais la marketing, là, je m'occupais du Twitter, genre. Puis de potentiellement une campagne de financement sur Kickstarter. Fait que moi, j'étudiais beaucoup les campagnes de financement de jeux vidéo plus petits, tout ça. Puis les demandes de subventions avec le Canada Media Fund. Mais moi, j'avais trouvé ça super fascinant. Puis ouais, on avait eu des versions de l'histoire que moi, j'étais comme « Oh, je sais pas, là. » Mais tu sais, après ça, c'est comme c'est qui a le mot... Parce que la personne qui écrit, peut-être qu'elle voudrait que la fin, ça soit ça ou que les fins possibles soient ça, tandis que l'équipe finale va peut-être pas choisir ça. Mais je pense que le théâtre a des enjeux similaires là, avec ce que les gens aimeraient voir puis qu'est-ce qui est possible aussi. Là. Et juste pour rebondir là-dessus, et puis ça revient aussi à ce que tu disais sur la prise de risque versus les financements. Justement, dans Season, à un moment, pendant le développement, on avait plein de systèmes et tout, on avait bien organisé le jeu, puis on a fait jouer des gens, puis on voyait que les gens finissaient toutes les quêtes, et puis après ils se baladaient dans le monde, juste comme ça, et puis ils nous disaient que c'était la partie qu'ils préféraient dans le jeu, et du coup, on s'est dit, on va enlever tout, puis on va juste garder ce que les gens vraiment aiment. Et ça crée beaucoup de tensions parce que les gens ont dit ouais, mais si t'as plus de système, est-ce que les gens vont comprendre, est-ce que les gens vont aimer, et ça a été beaucoup de discussions sur ça, et au final on a choisi de regarder comment les gens jouaient puis de suivre
cet instinct. Mais encore une fois, beaucoup de tensions, beaucoup de discussions qui en est sorti. Mais je pense que de plus en plus, les gens aiment jouer sur le mode de l'errance, justement, dans des espaces un peu plus contemplatifs, peut-être pour échapper aussi, justement, aux impératifs capitalistes. Il y a quelque chose de très confortable d'être dans l'introspection, dans la curiosité, dans l'errance. Il y a quelque chose de tranquille qui, justement, nous permet de prendre soin, j'ai l'impression, un peu de soi. Il y a beaucoup de jeux aussi qui travaillent les perspectives écologiques, qui vont emprunter ces modes de jeu-là, justement. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je me tournerai vers vous, encore une fois, une dernière fois. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions, des impressions qu'ils voulaient partager avant qu'on termine cet échange? Oui. Comment vous, je ne sais pas, dans vos jeux respectifs, vos expériences respectives de jeu, comment vous approchez ou éloignez du faux mot? Tu sais, parce que dans les jeux, moi, ce qui m'obsède, la chose pour laquelle je joue pas, c'est qu'à un moment donné, je fais comme, OK, je vais passer à côté de quelque chose, je vais manquer justement dans Mario Bros, le truc secret, quelqu'un va me tirer dessus à gauche. Tu sais, c'est cette chose-là où dans l'univers du jeu, ce que j'ai aimé de ce que j'ai vu de Season, puis de ce que je vois des jeux contemplatifs, cette peur de manquer quelque chose-là, comment vous la voyez-vous encore? Est-ce que tu as peur que quelqu'un tire dessus dans Mario Bros? Ça, c'était V. Tu peux relaxer. Mais il tire des coquilles, non? Il tire pas des coquilles des turtle shells. Ah, fair enough. Ben, tu vois, justement, dans mon jeu, il se passe rien. C'est toi qui choisis tout. Et ça change tout, en fait, parce que moi, je suis comme toi. Moi, je déteste, en fait, les jeux parce qu'il y a tous ces trucs-là, puis c'est trop stressant pour moi. Je peux pas. Donc, je me suis créé un jeu où tout est déjà là et il va rien se passer d'autre que ce que moi, je vais choisir. C'était la manière d'éviter. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des stress comme ça, puis après ça, c'est une crise d'identité. What kind of gamer am I? Quel genre de joueur est-ce que je suis? Parce qu'il y a des catégories, puis genre, il y a des discours là-dessus. Justement, toi, tu es le genre de personne qui doit compléter tout. Tu dois trouver toutes les scènes, toutes les affaires, t'ouvrir tous les secrets, puis genre, ça va te prendre 200 heures, mais c'est pas grave. Après ça, tu as des gens comme moi qui vont jouer comme 150 heures, puis là, tu es rendu au dernier boss, puis tu fais « OK, ben c'est correct ». Puis là, tout le monde est confused, puis toi aussi, parce que pourquoi est-ce que tu n'as juste pas fini le jeu? Puis là, après ça, c'est le temps d'aller voir le thérapeute, peut-être, mais genre, je pense que c'est très commun. Moi, ma réponse à ça, c'est joue un jeu où quand tu meurs, faut, genre, tout change puis tu recommences. Genre, accepte that nothing matters. Parce que il y a des jeux comme ça, on appelle ça True Death. Puis moi, une fois que j'ai commencé à jouer à ces jeux-là, on dirait que ça, c'est parti. Genre, mais ouais. Excusez, un peu d'un côté comique, là, mais... Non, mais juste pour dire, parce que Audrey rigolait à l'avant, parce que c'était évidemment une grosse discussion qu'on avait tout le temps, le FOMO, parce que c'est très présent, beaucoup de joueurs nous interrogent là-dessus. Je pense que c'est difficile à répondre, mais au moins, en termes de conception, je pense qu'il y a, surtout, encore une fois, quand on regarde l'industrie, il y a une tendance à dire on va faire un jeu, on va faire un shooter, on va faire un RPG. Et des jeux qui viennent avec des structures où les joueurs, ils voient la structure, ils disent c'est ça, c'est un shooter, je sais comment faire, tout ça. Et là, on arrive à un moment dans l'industrie où beaucoup de joueurs, beaucoup de gens sont des joueurs, des gens qui sont nés joueurs, des gens qui ont commencé à un an avec leur iPhone. Et du coup, les conventions de jeux vidéo sont déjà établies dans la société, et ça nous permet, nous, après, de pouvoir élargir notre champ de création, en fait. L'analogie que je prends souvent, c'est avec les films. Là, aujourd'hui, les films, les histoires des films sont d'une complexité incroyable, parce qu'on a construit un vocabulaire de société où on comprend les films. Alors que le premier film, c'était un train, puis tout le monde s'est enfui de la salle. Et je pense que dans le jeu vidéo, commence aussi à arriver dans ces phases où on peut se permettre de faire des évolutions plus évoluées, des créations plus évoluées, où les joueurs sont prêts, parce qu'ils comprennent les bases du jeu, à explorer d'autres façons d'interagir avec un espace de jeu vidéo.
Merci beaucoup. Last call, question? Non, ça va. Ah, à l'arrière, ici, il y a une question, oui. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai une question, donc désolé juste si je la pose là, que ça froisse un peu, mais je me demandais, vous parliez de l'industrie, que vous êtes limité avec l'industrie en quelque sorte, que c'est le budget, l'argent qui contrôle un peu comment vous allez faire votre jeu, en quelque sorte. Et il y a plein de jeux vidéo. Maintenant, on est arrivé à une époque auquel il y a plein d'engins pour faire soi-même son propre jeu. Unity, Unreal, tous ces engins-là, auxquels on peut faire des jeux one-man, en quelque sorte. C'est un dev qui le fait. Donc, je me demandais, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? Moi, je prends l'exemple, par exemple, de Undertale de Toby Fox, qui a fait un jeu quasiment à lui tout seul, donc qui faisait tout, pratiquement. Donc, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? Alors, je vais te répondre direct, parce que moi, je l'ai fait toute seule avec Unity, etc. Et en fait, ce qui m'empêche de le faire, c'est que Facebook, quand il a racheté Oculus, a mis en sorte de tout ce que tu pouvais faire pour utiliser les mains, tu ne peux plus le faire. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles développer toi-même des manières de contourner le système. Et si tu es comme moi, pas quelqu'un qui connaît les codes, bah c'est l'enfer. Si tu es tout seul, je te parle, tu fais ton jeu tout seul et tu n'es pas un super geek. Je ne suis pas geek du tout. Et je suis arrivée à faire un jeu qui fonctionne que sur ce casque. Puisque tout est tout le temps en train de se redévelopper. Donc il faut tout le temps des équipes qui remettent le système en place, et c'est ça qui, moi, par exemple, je ne parle pas de grosses compagnies, moi, toute seule, qui fais mon jeu, ça fonctionne juste sur ce casque-là, et il ne faut pas que je l'update, mon casque, parce que demain, si je l'update, ça ne marche plus, j'ai plus de jeu. Voilà. Moi, je pense que c'est une très bonne question, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont créé des jeux comme ça. Moi, personnellement, je n'ai pas créé de jeu, mais j'ai donné ma voix à beaucoup de jeux. Pour mes amis, pour le fun, je suis je suis un personnage dans un jeu aussi. Mais oui, ça, c'est... Il y a vraiment une possibilité de faire des game jams aussi. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est comme... Souvent, les gens vont venir ensemble pour quelques jours ou comme une fin de semaine, puis les gens vont créer des jeux, puis c'est des très bons jeux. Puis souvent, ces jeux-là vont ouvrir de la porte éventuellement pour un financement, pour que quelqu'un puisse faire ce jeu-là sans avoir à travailler 2 autres jobs, mettons. Mais moi, je crois que ces choses-là permettent une expression puis une diversité d'expression de jeu incroyable. Puis en ayant justement des trucs comme Unity puis d'autres... Il y a même des engins encore plus simples, puis je me souviens plus le nom, pour des trucs de pixels, genre, où les gens peuvent facilement créer, genre, je pense que c'est même peut-être RPG Creator ou quelque chose de même. Mais en tout cas, il y en a plusieurs. Ouais. Puis on en voit des super bons jeux comme ça. Après, souvent, ce qu'on voit, c'est que l'industrie va comme... Si quelqu'un, son jeu pogne, va comme essayer de comme les prendre puis de manager leur succès. Mais ça, c'est le classique indie indépendant, l'enjeu de succès d'indépendant. Mais comme on voit avec comme Wordle ou comme... C'était-tu Angry Birds? Non, c'est pas ça. Il y en avait un autre, là. Ouais, Flappy Bird. Mais non, mais c'est un très bon point. Puis je pense qu'avec ces choses-là, ça permet à beaucoup, beaucoup de gens de créer des jeux puis d'essayer de créer. Puis j'encourage d'aller à des game jams parce que ça a des choses comme ça que la communauté est vraiment forte. Des gens vont mentorer, ils vont partager, là, tu sais. Et d'ailleurs, si vous aimez, j'imagine que vous aussi vous faites ça, il y a le site Itch, itch.io. Il y a des milliers et des milliers de jeux créés par des gens comme vous et moi qui sont là et qui sont disponibles. Donc, si ça vous tente d'aller découvrir toutes sortes de jeux, allez-y, quoi. C'est là. Donc, rien nous empêche de rien faire. C'est la suite, en fait. Merci beaucoup pour cette question très pertinente et vos réponses qui l'étaient tout autant. On a déjà un petit peu débordé, donc on va conclure sur cette question-là, mais je vous remercie sincèrement d'avoir participé à cette conversation-là. Merci énormément. Merci à tout le monde d'avoir été ici. Et je vous souhaite une bonne nuit blanche à tout le monde. Puis encore une dernière fois, je voulais féliciter Erika et Marie pour la programmation de cette soirée. Bravo.